Été 1943. Après l'échec de l'opération Citadelle, l'armée allemande est contrainte de se replier vers l'ouest. Dans la zone centrale, le groupe d'armées centre doit progressivement abandonner la saillie d'Orel et se diriger vers Smolensk. Au sud, le groupe d'armées de von Manstein commence lentement à se diriger vers le fleuve Dniepr. Seul le groupe d'armées nord, qui assiégeait encore la ville de Leningrad, maintient ses positions, bien qu'il sache qu'il sera le prochain objectif de l'armée rouge. Pour cette raison, des milliers de travailleurs forcés et d'ingénieurs allemands ont reçu pour tâche de construire une gigantesque ligne défensive. Ainsi, le 11 août, Hitler signa un ordre exigeant la construction du soi-disant mur de l'Est. Cette ligne de défense s'étendrait du fleuve Narva jusqu'à la mer Noire. Bien qu'il fût contre sa tendance à se battre pour chaque centimètre de terrain, Hitler dut faire face à la réalité pour une fois après l'offensive soviétique qui suivit Koursk. Dans le secteur nord, à proximité du lac Peipus, cette position serait connue sous le nom de « ligne Panthère ». Et c'est précisément sur ce sujet que nous allons nous concentrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Une fois complètement construite et équipée, Hitler espérait que son mur de l'Est serait une barrière si redoutable que l'armée rouge se saignerait pour tenter de la percer. En essence, ce serait un retour à la guerre des tranchées et aux batailles d'usure similaires à celles de la Première Guerre mondiale. La ligne défensive présentait deux problèmes majeurs. Le premier était le temps qu'il faudrait pour la construire. Les avancées soviétiques avaient déjà poussé les troupes allemandes dangereusement près de la ligne proposée, et certains secteurs étaient déjà occupés par l'armée rouge. Le second problème était la main-d'œuvre. Une fois que la position fut atteinte, certaines unités allemandes étaient tellement affaiblies qu'il n'y avait qu'un soldat tous les 50 mètres de front. Alors que la situation se détériorait au centre et au sud pendant l'été, le secteur occupé par le groupe d'armées nord du maréchal Georg von Küchler resta étrangement calme. En août, Küchler reçut des informations indiquant que les soviétiques concentraient leurs troupes sur la tête de pont d'Oranienbaum, une zone sur la côte du golfe de Finlande à l'ouest de Leningrad, qui était aux mains du 2e armée de choc. Plus au sud, dans le secteur occupé par la 16e armée allemande, les rapports indiquaient également une concentration de troupes à la frontière entre le groupe d'armée centre et le groupe d'armée nord, en face de la ville de Nivelle. Ainsi, tout laissait à penser que les soviétiques lanceraient une attaque en tenaille, avec pour objectif de les encercler. Küchler répondit aux menaces possibles en retirant 5 divisions de la ligne pour constituer une réserve prête à contrer toute attaque soviétique. Cependant, 2 de ces divisions furent perdues presque immédiatement lorsque Hitler les envoya vers le sud pour soutenir d'autres secteurs du front. Le groupe d'armées nord disposait de 2 armées. Le 18e armée, située à proximité de Leningrad, et le 16e armée, au sud du lac Ilmen. Elle comptait au total un peu moins d'un demi-million d'hommes et seulement 140 tanks, dont beaucoup appartenaient au 502e bataillon, Panzer lourd, du célèbre Otto Carius. En face se trouvait le front de Volkhov et les 1er et 2e fronts baltes, qui comptaient un peu plus d'1 million d'hommes et environ 600 tanks. La première unité soviétique à attaquer fut la 3e armée de choc, qui attaqua le 6 octobre le flanc sud du groupe d'armées nord. Les unités allemandes se trouvant à proximité de la ville de Nivelle, composée de divisions de campagne de la Luftwaffe, se désintégrèrent presque instantanément. Le seul recours de Küchler fut d'envoyer les 3 divisions qu'il avait en réserve plus au nord, mais elles mirent beaucoup de temps à arriver et, lorsqu'elles le firent enfin, les soviétiques avaient ouvert une brèche de 24 km. Parmi ces 3 divisions, une seule parvint à atteindre la zone, les 2 autres ayant été sabotées par les partisans qui réussirent à les retenir.
Heureusement pour les Allemands, les Soviétiques décidèrent d'arrêter leur avancée et adoptèrent des positions défensives. Leur succès initial fut si grand qu'ils en furent eux-mêmes surpris et pensèrent que les Allemands avaient l'intention d'attaquer leur flanc. En d'autres termes, ils ne s'attendèrent pas à ce que les Allemands soient aussi faibles. Durant le mois de novembre, les Soviétiques continuèrent d'avancer dans ce secteur et gagnèrent encore du terrain. Hitler ordonna à Küchler de contre-attaquer pour éliminer cette saillie, mais toutes les attaques allemandes échouèrent. Le leader allemand était furieux de voir que le groupe d'armée nord était trop faible et qu'il était clair qu'il ne résisterait pas à l'attaque d'envergure qui se préparait. Quoi qu'il en soit, la lutte pour la saillie de Nivelle, qui eut lieu durant les derniers mois de 1943, ne fit que fragiliser le groupe d'armée nord qui dut envoyer continuellement des renforts dans ce secteur. Le 16 décembre, Hitler comprit qu'il n'était pas possible de détruire la saillie de Nivelle. Le 27 décembre, le dirigeant allemand accepta la demande de von Küchler de raccourcir ses lignes. Le retrait donna aux Allemands plus de troupes pour défendre la ligne et renforcer les positions tout au long du front. Il convient de noter que le groupe d'armée nord était le seul groupe d'armée qui n'avait pas encore été retiré vers la ligne panthère du mur de l'Est. Depuis septembre, une force d'environ 50 000 civils et ingénieurs travaillait sur la ligne nord, construisant environ 6 000 bunkers et installant 200 km de barbelés. 40 km supplémentaires de tranchées et de fossés anti-chars furent également creusés. Le plan de retrait du groupe d'armée nord débuta en septembre. Il était prévu que l'armée allemande, ainsi qu'1 million de civils vivant dans la zone qui allait être abandonnée, se retire progressivement vers la nouvelle ligne défensive. Il était estimé que les premières unités commenceraient à se retirer en janvier. Cependant, Hitler décréta que personne ne bougerait jusqu'à ce que les Soviétiques attaquent. À la fin du mois, le 18e armée perdit l'une de ses meilleures divisions, la première division d'infanterie, qui fut envoyée vers le sud pour renforcer le front. 2 autres divisions furent envoyées dans les premiers jours de janvier. À chaque perte, von Küchler protesta directement auprès de Hitler, sans aucun résultat. En échange de ces pertes, Hitler envoya le 3e corps Panzer SS du lieutenant-général des SS Felix Steiner pour renforcer le secteur d'Oranienbaum par lequel les Soviétiques étaient supposés attaquer. Au début de janvier 1944, les unités du 18e armée autour de Leningrad et la tête de pont d'Oranienbaum étaient au bord de l'épuisement. Ce secteur était occupé par le 2e armée de choc soviétique, à laquelle s'opposait le 3e corps Panzer SS de Felix Steiner. Plus au sud se trouvaient le 50e et 54e corps d'armée allemands. Au total, il comptait 6 divisions d'infanterie. En face des unités soviétiques, autour des hauteurs de Signavino, se trouvait le 26e corps d'armée, avec 5 divisions d'infanterie et la Légion bleue espagnole, qui était ce qu'il restait de la division bleue en Russie, après le retour de l'unité en Espagne. Le dernier secteur en possession de la 18e armée était une zone sur le fleuve Volkhov, allant de Kirichi à Novgorod. Le long de la ligne du fleuve se trouvait le 28e corps d'armée, avec 3 autres divisions d'infanterie, et plus au sud, le 38e corps avec 3 autres divisions. Lindemann, le général commandant la 18e armée, donna l'autorisation aux 2 divisions encerclées de percer les lignes soviétiques et de se rejoindre avec le reste des unités allemandes. Finalement, elles y parvinrent dans la matinée du 20 janvier. Pendant que la bataille pour le corridor d'Oranienbaum faisait rage, le 59e armée du front Volkhov attaqua le 38e corps d'armée au nord de Novgorod. L'objectif était de prendre cette ville et de dégager le flanc droit de la 18e armée allemande. Encore une fois, plus de 130 000 projectiles d'artillerie marquèrent
le début de l'offensive qui commença également le 14 janvier, tout comme celle du 2e armée de choc à Oranienbaum. Dans ce secteur, en raison de certaines difficultés rencontrées par les Soviétiques pour mobiliser leurs unités blindées et de la résistance acharnée des Allemands, l'avancée du 59e armée fut paralysée. Toutefois, le lendemain, les défenses allemandes furent contournées par le sud, et les Soviétiques réussirent à avancer vers l'ouest, ouvrant une brèche de 20 km. Finalement, Novgorod fut encerclée au nord et au sud et tint bon jusqu'au 19 janvier, lorsque l'ordre de retraite fut donné. Le jour suivant, les Soviétiques capturèrent définitivement la ville. Avec la chute de Novgorod, Küchler réalisa que son groupe d'armée était en train d'être contourné. Il demanda à nouveau à Hitler de lui permettre de se retirer. Après une discussion sur l'étendue de la retraite, Hitler donna à contre-cœur l'autorisation de se retirer vers la ligne Rollbahn, l'une des positions défensives secondaires qui avait été précédemment établie. Le raccourcissement de la ligne signifia qu'il était maintenant possible d'utiliser 3 divisions comme réserve. D'autre part, le 2e front balte, opérant au sud de Meretskov, causait également des problèmes à la 16e armée. Mais ces premières attaques eurent peu de succès. S'en pose la 42e armée soviétique, ainsi que les 54e et 59e armées, reçurent l'ordre de continuer l'attaque vers l'ouest. Les attaques furent soutenues par des unités partisanes, qui interrompirent complètement les lignes d'approvisionnement et de communication interne du 18e armée. Au cours du mois de janvier, les partisans détruisirent plusieurs sections de voies ferrées, firent sauter plus de 300 ponts et firent dérailler 133 trains. Les attaques eurent un effet dévastateur sur le moral allemand. Le 21 janvier, sans que les Allemands ne puissent arrêter l'avancée soviétique, les Russes continuèrent leur progression vers le lac Peipus. Une fois de plus, Küchler vola au quartier général de Hitler pour exiger qu'on lui permette de se retirer vers la ligne Panther. « Je suis contre toute retraite », répondit Hitler. Il déclara qu'il voulait que les Soviétiques saignent et subissent autant de pertes que possible avant de se retirer sur la ligne Panther. Küchler argumenta, sans succès, qu'une fois qu'on permettrait au groupe d'armées de se retirer vers cette ligne, il pourrait ne plus avoir suffisamment de troupes pour la défendre. Le 23 janvier, les Soviétiques continuèrent leur avancée vers la ville de Gatchina, où ils eurent un affrontement avec le 502e bataillon Panzer lourd. Face à cette difficulté rencontrée par les Soviétiques, ils commencèrent à envoyer de plus en plus de renforts dans le secteur, jusqu'à ce qu'ils finissent par surpasser les Allemands. De plus, une autre attaque russe lancée depuis le sud-est menaçait d'encercler les Allemands qui résistaient près de Gatchina. Dans les jours suivants, l'avancée soviétique se poursuivit à un rythme constant, bien que lent. La ligne ferroviaire entre Gatchina et Kingisepp fut coupée le 27 janvier. Lors d'une nouvelle réunion entre Hitler et Küchler ce même jour, le commandant allemand lui dit qu'il avait déjà perdu 40 000 hommes et que la seule chose qu'il pouvait faire était de se retirer. Sans que Hitler en soit informé, Küchler avait déjà ordonné la retraite. Lorsque le leader allemand en prit connaissance, il envoya Walter Model remplacer Küchler, devenant ainsi le nouveau commandant du groupe d'armée Nord. C'était désormais de son général préféré qu'il dépendait pour stopper l'effondrement du front nord-est. Cependant, la situation était tellement critique que même Model ne put la résoudre. Dans le secteur de Steiner, les restes de ces divisions anéanties se replièrent vers Narva et Kingisepp sous une forte pression soviétique. À la fin du mois de janvier, les survivants du 3e corps, Panzer SS sur le flanc gauche du groupe d'armée Nord, étaient pour la plupart de l'autre côté du fleuve Narva. Ils furent rejoints par les restes du 54e corps d'armée et du 26e qui arrivèrent dans des positions très affaiblies. Ces unités allemandes furent
les premières du groupe d'armée Nord à occuper leur part de la ligne Panther. La position du fleuve Narva serait le théâtre de plusieurs batailles sanglantes, mais les Allemands continueraient de la défendre pendant des mois. D'autre part, dans le secteur face au lac Peipus, le général soviétique Popov préparait une nouvelle attaque avec son deuxième front balte, visant à soutenir les efforts des autres armées russes dans le nord. Tous les corps d'armée allemands n'avaient pas encore traversé le fleuve Narva, étant le 28e corps d'armée que le 38e et le 50e risquaient d'être anéantis face au lac Peipus. Dans ce but, les Soviétiques se lancèrent de nouveau dans l'attaque avec toute leur force. Face à cette situation, Model n'eut d'autre choix que d'agir rapidement. Il ordonna de former une ligne allant de l'ouest de Louga jusqu'à la rive sud du lac Peipus. 3 divisions d'infanterie allemandes, qui avaient échappé de justesse à l'encerclement et à l'anéantissement quelques jours plus tôt, reçurent l'ordre de défendre cette ligne. Finalement, l'attaque soviétique frappa de nouveau violemment les Allemands, qui, bien qu'ils aient pu se replier vers le sud-ouest, ne purent éviter que l'ensemble de leur 58e division d'infanterie soit encerclée au nord de Louga. Le 11 février, Model se réunit avec ses généraux, et ils en arrivèrent à la conclusion qu'il fallait se retirer définitivement vers la ligne Panther, afin de raccourcir autant que possible la ligne de front. Hitler, de son côté, craignait qu'une incursion soviétique dans les États baltes ne pousse la Finlande à demander la paix. Même Berlin ne pouvait ignorer la situation calamiteuse qui se déroulait dans le groupe d'armée Nord. Hitler comprit finalement que le groupe d'armée ne pouvait pas continuer la guerre d'usure qu'il espérait pour stopper les Russes. Louga avait déjà été abandonné le 12 février et d'autres villes et villages importants étaient sur le point de tomber. Finalement, il n'eut d'autre choix que de permettre la retraite générale vers la ligne Panther. D'autre part, au cours du mois de février, le 16e armée fut brutalement attaquée par les Soviétiques et n'eut d'autre choix que de se retirer. Pour éviter l'effondrement, Hitler finit par accorder une retraite accélérée vers la ligne Panther, que les troupes allemandes occupèrent début mars. En seulement un mois et quelques jours, l'armée rouge parvint à briser l'encerclement allemand à Leningrad et à les repousser jusqu'aux États baltes, à plus de 200 km de là. Cependant, ils ne réussirent pas à encercler et anéantir le groupe d'armée Nord comme ils l'avaient prévu. S'ils y étaient parvenus, ils auraient pu avancer sans opposition jusqu'en Prusse orientale et annexer les États baltes dès février 1944. Au sud du lac Ilmen se trouvait la 16e armée, avec environ 17 divisions réparties sur ses 6 corps d'armée. Au total, ces deux armées comptaient un peu moins de demi-million d'hommes et seulement 140 chars de combat. D'autre part, le plan soviétique consistait à isoler et détruire le 18e armée avant qu'il ne puisse se retirer vers la ligne Panther. Le plan opérationnel final incluait une attaque sur 2 fronts. La 2e armée de choc partant de la tête de pont d'Oranienbaum et la 42e armée attaquant par le sud-ouest depuis Leningrad. Les 2 armées devaient se rejoindre à Ropcha, à environ 25 km au sud-ouest de Leningrad, pour piéger les divisions allemandes occupant le corridor entre Leningrad et Oranienbaum. Pendant que l'attaque en pince se développait, le 67e armée serait utilisée pour contenir les forces allemandes au sud de Leningrad. Une fois la première phase terminée, les 3 armées devaient avancer vers l'ouest et le sud-ouest, dépassant d'autres divisions allemandes qui tenteraient d'atteindre la ligne Panther. Plus au sud, près du lac Ilmen, la 59e armée écraserait les positions allemandes et entrerait en contact avec la pince soviétique au sud-ouest de Leningrad. En résumé, les soviétiques avaient prévu un double encerclement. De plus, la 16e armée allemande serait attaquée par le 2e front balte qui l'aurait également repoussé vers l'ouest. Le 14 janvier 1944,
les Soviétiques lancèrent leur grande offensive face à Leningrad. Le bombardement préalable impliqua environ 100 bombardiers et des milliers de pièces d'artillerie, qui lancèrent plus de 100 000 projectiles sur les lignes de défense allemandes en seulement 65 minutes. Certains secteurs du 3e corps Panzer SS, près d'Oranienbaum, furent complètement anéantis. Lorsque le feu de l'artillerie cessa, le 43e et le 122e corps de fusiliers, accompagnés de 2 brigades de tanks, attaquèrent depuis le secteur contrôlé par les Soviétiques à Oranienbaum. En raison des grands effets des bombardements initiaux, l'attaque fut un grand succès et les Soviétiques capturèrent de nombreux Allemands. Malgré les efforts allemands pour contenir l'avancée, à la fin de cette journée, les avant-gardes soviétiques parvinrent à percer jusqu'à la ville de Ropcha. Le lendemain, la 42e armée se joignit à l'assaut et commença à avancer vers la ville de Pulkovo, menaçant d'encerclement une partie du 50e corps d'armée allemand. Le bombardement initial que les Soviétiques menèrent dans cette attaque fut presque 2 fois plus intense que celui du jour précédent, avec plus de 220 000 projectiles lancés sur un secteur allemand de seulement 17 kilomètres. Bien que dans le secteur attaqué se trouvait la vétérane et bien préparée 170e division d'infanterie allemande, elle ne put rien faire pour contenir l'attaque soviétique et fut forcée de se replier d'au moins 5 kilomètres vers le sud-ouest. Le même jour, la 2e armée de choc continua son avance vers l'est pour se connecter avec les avant-gardes de la 42e armée, quelque part entre Ropcha et Pulkovo. Il restait entre eux plusieurs cercles d'isolement avec des soldats allemands qui avaient été coupés. En voyant que ces lignes s'effondraient, Steiner ordonna à la division Panzergrenadier SS Nordland de contre-attaquer pour empêcher que les Soviétiques connectent leurs lignes. Cependant, l'attaque allemande échoua complètement en raison de leur infériorité numérique. Durant les 2 jours suivants, l'armée rouge continua d'avancer. Le 16 janvier, la 54e armée attaqua dans son secteur avec la ville de Lyuban comme objectif. Cependant, cette fois-ci, leur attaque échoua en raison de la forte résistance des Allemands. Le 18 janvier, les Soviétiques étaient d'eau proche d'encercler le 50e corps d'armée allemand et son commandant demanda la permission de se retirer. Depuis le quartier général d'Hitler, la seule ordre qu'il reçut était de résister jusqu'au bout sans céder de terrain. Alors que ce débat interne se poursuivait, le 19 janvier, les Soviétiques complétèrent le cerclage à l'est de Ropcha. On estime que les 3 groupes d'armées soviétiques ont subi environ 76 800 morts et près de 240 000 blessés lors de cette opération. De leur côté, les Allemands ont compté environ 24 000 morts et 46 000 blessés. Les Allemands conserveraient leur position dans le nord jusqu'à l'été, lorsque les Soviétiques attaquèrent et décimèrent le groupe d'armée nord. Merci de continuer à soutenir la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.